profiter, puisqu'on est entre nous, on va faire une conférence brève de seulement 4 ou 5 heures, mais on n'ira pas plus loin. Alors, ben si, oui, mais je m'entends mal aussi. Pas trop près, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, de quoi on doit parler? Alors, on a pris rendez-vous pour parler de la mémoire traumatique. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est-à-dire que quand la mémoire est saine, elle est évolutive. C'est-à-dire que si j'avais eu à raconter mon autobiographie à l'âge de 20 ans, j'aurais raconté des choses essentielles, c'est-à-dire mes performances au football, mes performances au sprint, la manière dont je courtisais les jeunes filles, les choses importantes de la vie. Aujourd'hui, je fais une toute autre autobiographie. C'est-à-dire que la mémoire saine est une mémoire évolutive qui change selon les âges et qui change selon les contextes. Ce qui explique d'ailleurs les étonnantes différences qu'il peut y avoir entre des gens, des frères et des sœurs, qui racontent leurs parents et qui ne racontent pas les mêmes parents. D'une part parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents, les parents ne réagissent pas de la même manière pour un petit garçon ou une petite fille, ils ne réagissent pas de la même manière s'ils ont pour le premier enfant que pour le 5e ou le 6e, ils ne réagissent pas de la même manière pour un enfant doux alors qu'ils voulaient un enfant puncher et inversement. Donc déjà ce qu'est l'enfant évoque dans le monde mental des parents des émotions, et l'expression de leurs émotions organise autour de l'enfant une niche sensorielle qui tutorise le développement des enfants. Donc même quand les parents disent « mes enfants tous pareils, je les ai aimés tous pareils », ne les croyez pas. C'est-à-dire que c'est pas possible, on les aime, bien sûr, mais pas tous pareils. On les aime, ils n'arrivent pas au même moment, ils ne prennent pas la même signification. Donc ça évolue. On est toujours sincère, même quand on dit exactement le contraire de ce qu'on a dit 10 ans avant. On est toujours sincère. Alors ça, c'est la mémoire saine. Et puis, il y a dans la mémoire une mémoire particulière qui est celle des traumatismes. Quand on a eu un traumatisme, la mémoire est déchirée. C'est-à-dire que on se fait une représentation de soi qui est déchirée. Alors la définition du traumatisme, c'est que Anna Freud, qui était la fille de papa Freud, Anna Freud disait, pour définir le traumatisme, il faut distinguer le trauma, qui est le coup, et le traumatisme, qui est la représentation du coup. Et là, nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. Les animaux souffrent une fois. Ils ont mal, ils crient, ils s'enfuient. Nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. On peut souffrir une première fois du coup, et on souffre une deuxième fois de la représentation du coup. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi? Donc, cette représentation nous fait mal, parfois plus que le coup. Parce que le coup, on en a tous reçu, on s'est tous cassé la jambe, on s'est cogné contre le frigidaire, on a tous eu mal, et puis voilà, c'est un coup. Le traumatisme, c'est la représentation du coup, je m'en remettrai jamais, pourquoi moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Et là, on entretient une autre forme de souffrance qui altère notre mémoire. Alors, cette mémoire traumatique, elle se caractérise par un scénario qui est toujours à peu près le même. C'est-à-dire, dans un premier temps, je suis hébété. Je suis KO debout, je ne peux pas traiter cette information, je ne m'y attendais pas, je ne comprends pas, ce n'est pas dans mon monde, je ne l'avais jamais pensé. C'est quelque chose qui est hors de mon monde, hors de notre monde. Je n'étais pas préparé à ça, je ne sais pas quoi faire. Je suis KO debout, je suis hébété. Et puis, si la mémoire se fixe, c'est le syndrome psychotraumatique, dont on parle beaucoup actuellement, même si ce n'est pas la majorité des cas, c'est-à-dire que quand j'ai été traumatisé, si j'ai un syndrome psychotraumatique, c'est que je suis prisonnier du passé.
Le passé ne passe pas, je n'évolue pas, ma mémoire n'est plus saine, elle n'est plus évolutive, je ne peux plus acquérir d'autres informations qui me permettraient de changer la représentation que je me fais de ce qui m'est arrivé. Ça se répète. Ça se répète, comme disent les gens qui ont un syndrome psychotraumatique, je vois l'image constamment, je vois l'image, je ne pense qu'à ça. Dans la journée, je ne pense qu'à ça, et le soir, la nuit, ça me revient sous forme de cauchemar. Et quand je perçois quelque chose, ça évoque le traumatisme, je suis prisonnier du passé, ma mémoire n'évolue plus. Alors comment expliquer cette étrange mémoire? C'est que, imaginez que vous allez chercher des sous au comptoir à la banque d'à côté, et quelqu'un arrive près de vous et il vous braque avec un revolver. Vous regardez le revolver et vous êtes fasciné par le revolver parce que votre vie est en jeu. Vous risquez de mourir. Donc c'est un moment d'intense émotion. C'est pas une intense émotion, c'est un moment d'émotion fascinée, sidérée. Je regarde le revolver, je ne suis même pas sûr d'avoir peur, je ne peux pas regarder autre chose que le revolver. Et si l'agresseur parle, je regarde son visage parce que ma vie dépend de l'interprétation que je vais faire de la moindre mimique faciale. Il se tait, il va tirer, il se met en colère. Les enfants maltraités souvent réagissent comme ça, ils acquièrent une hyper-vigilance du corps de l'autre. Je traite la moindre information. Quand mon père se tait, quand il fronce les sourcils, c'est que je vais y avoir droit. Quand il ne dit pas un mot, vous qui êtes des enfants sains, il ne dit pas un mot, c'est pas grave. Moi qui suis un enfant maltraité, je sais que quand il ne dit pas un mot, c'est qu'il prépare les coups. Donc je deviens hyper attentif, j'ai une vigilance glacée, je deviens hyper attentif à la moindre mimique spatiale, à la moindre variation de la prosodie de sa voix. Vous qui êtes sain, vous ne remarquez même pas. Moi qui suis maltraité, je traite des informations qui sont comme focalisées. C'est-à-dire que je ne perçois que l'agresseur, le revolver, ses mimiques faciales, je ne perçois rien de ce qui est autour, parce que ma vie dépend de la manière dont je vais décoder la mimique, le silence, l'objet. Donc ça fait une mémoire particulière, c'est-à-dire que à travers la lunette, je fixe, j'imprègne dans ma mémoire biologique, j'imprègne une image qui va se répéter sans cesse. Même il est parti, je vois encore l'image. Elle est imprégnée dans ma mémoire, qui est hyper performante. Les gens qui ont connu des traumas, quand on leur pose des questions sur le focus, sur le canon de fusil et les mimiques faciales, ont une mémoire étonnamment précise. Et si le policier pose des questions sur le contexte, il n'y a aucune mémoire, parce que dans la situation d'agression, le contexte n'avait aucune signification. Alors, ça fait une mémoire particulière. Elle est rigide, elle est fixée, elle se répète, elle est hyper précise au centre de la lunette, elle est floue et étonnamment imprécise autour de la lunette. Donc, ça fait une structure de mémoire un peu particulière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Human Bomb, cet homme qui était rentré dans une école de Neuilly avec une ceinture de dynamite. Vous vous rappelez cette histoire? Et les enfants, donc, l'institutrice avait une réaction géniale. Pour sécuriser les enfants, elle avait inventé un jeu avec Monsieur Human Bomb. Donc les enfants n'avaient pas peur. Au contraire même, ils voyaient Monsieur Human Bomb qui arrivait et l'institutrice qu'ils connaissaient, qui était familière, leur disait que c'était pour faire un jeu. Donc ils regardaient Monsieur Human Bomb et ils étaient contents. Ils étaient sécurisés. Ils étaient sécurisés par la manière dont l'institutrice avait parlé Monsieur Human Bomb. C'est pas une faute de français, c'est volontaire. Hein. Elle avait constitué jeu en le parlant comme un jeu. Et donc les enfants n'avaient pas peur. Et puis le GIGN est arrivé cagoulé. Et par deux, il y avait un signal, et deux par deux, il se ruait sur... Alors, monsieur Human Bomb, l'institutrice géniale, lui avait offert un café, et il avait accepté le café, sauf que
le SAMU qui était à côté avait dû mettre 1 kilo ou 2 de Gardénal dans le café. Donc, Monsieur Humanbond a siroté le café avec l'institutrice géniale, et puis il commençait à être un peu moins vigilant. Et le GIGN se précipitait au sprint, comme ils savent le faire, et ils avaient pour consigne d'attraper chacun un enfant sous le bras et de traverser la classe en courant pour sauver les enfants. Donc les policiers ont sauvé les enfants. Et quand on parle avec les enfants ensuite, ils étaient traumatisés par les policiers et pas par Monsieur Humanbond. Oh, je ne savais pas, j'étais bien. On jouait avec ce monsieur bizarre, on s'amusait bien, et tout d'un coup, je vois un gars avec une cagoule qui m'attrape, qui s'enfuit, qui me soulève et qui court avec moi. Et quand on parle avec ses enfants, il se rappelait tout du policier. La cagoule un peu de travers, la médaille qui sautait, l'épaule. Ensuite, quand ils avaient enlevé la cagoule, monsieur le policier qui n'était pas bien rasé, la couleur de ses yeux. Il se rappelait tout du policier, rien de monsieur Humanbond, et encore moins que rien des ambulances et de la police qui entouraient l'école. Donc, selon la manière dont vous posiez les questions, vous obteniez des réponses étonnamment précises, ou au contraire, étonnamment fausses. Fausses pour vous, adultes, policiers, mais vraies pour l'enfant, parce que c'était sa manière de voir le monde, capturé par l'agresseur, c'est-à-dire le policier, capturé par l'agresseur et ne percevant rien d'autre que celui qui provoquait en eux une émotion très forte. Il m'attrape, il court avec moi, donc j'ai eu très peur de ce monsieur. Alors, donc, cette mémoire saine est donc totalement différente de la mémoire traumatique, et maintenant on peut commencer à comprendre que c'est une structure totalement différente.